Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce deuxième webinaire sur la réhabilitation responsable du bâti ancien organisé par le Centre de ressources CREBA. Je suis Andrés Litvak, je travaille au CEREMA et je suis le coordinateur de CREBA. Au nom de tous les partenaires de CREBA, je vous souhaite donc la bienvenue pour évoquer les enjeux de la réhabilitation du bâti ancien avec un focus particulier sur le choix des matériaux et plus précisément sur les menuiseries et les parois vitrées. Un des objectifs majeurs des politiques publiques sur la transition écologique concerne la rénovation énergétique du bâti existant. La volonté des pouvoirs publics est de massifier la rénovation du parc en accélérant le rythme des réhabilitations énergétiques. Il faut savoir que parmi les logements qui constituent le parc existant, environ un tiers, soit plus de 10 millions de logements, relèvent d'une typologie particulière dénommée le bâti ancien. Ce bâti, qu'il soit en milieu rural ou urbain, est considéré réglementairement comme étant le bâti d'avant 1948. Il recouvre en réalité l'ensemble des constructions constituées de matériaux traditionnels, de pierre, de pans de bois, de terre crue, qui se dissocient fortement du bâti moderne, construit massivement à partir des années 1950 selon des techniques et des matériaux industrialisés. Pour le bâti ancien, nous pensons que cet objectif de massification doit avant tout être accompagné par une montée en compétences des professionnels et une amélioration de la qualité des travaux de rénovation. Dès lors que l'on vise à le réhabiliter, le bâti ancien induit donc une démarche complexe, encore mal maîtrisée par tous les professionnels et à laquelle CREBA a pour ambition d'apporter des éclairages, des outils et des ressources. Nous sommes ici à l'exact opposé d'une recherche de solutions techniques standardisées. Ce que nous souhaitons massifier et généraliser avant tout, ce sont les connaissances et les savoir-faire. Nous nous intéresserons cet après-midi aux menuiseries et parois vitrées et avons concocté un programme qui, je l'espère, saura vous intéresser. À travers la dynamique de CREBA, notre objectif est de constituer progressivement une communauté de pratique sur la réhabilitation responsable du bâti ancien autour du centre de ressources CREBA. Ce webinaire s'inscrit dans une série thématique de 4 webinaires que les partenaires de CREBA déclinent depuis mai dernier selon un même format jusqu'en mars 2022, date du prochain colloque CREBA qui se tiendra à Toulouse en présence de l'architecte Dominique Gauzin-Muller, spécialiste de l'architecture écologique et à l'origine du mouvement de la frugalité heureuse. Nous serons ravis évidemment de pouvoir vous retrouver à l'occasion de cette manifestation, première manifestation en présentiel, depuis un certain nombre de mois maintenant. Avant de lancer nos échanges, je souhaiterais apporter quelques éclairages sur l'organisation pratique de webinaires. Cet exercice n'est plus nouveau pour vous, mais il mérite quelques clarifications ou rappels sur les modalités pratiques. Pour cela, nous avons établi quelques règles d'organisation. Nous sommes en mode webinaire. Votre micro est normalement et votre caméra sont désactivées. Vous aurez la possibilité de poser des questions via le chat uniquement. Nous vous remercions de ne pas utiliser la fonction questions-réponses. Un temps d'échange est prévu lors du webinaire et une synthèse des questions du chat sera faite au long du webinaire afin de pouvoir les poser aux intervenants. Ce webinaire est enregistré afin qu'il puisse être diffusé en replay. Si vous ne souhaitez pas être enregistré, nous vous prions de bien vouloir quitter la session et nous vous inviterons à la suivre lorsque son enregistrement sera diffusé sur notre site Internet. Enfin, un questionnaire d'évaluation vous sera adressé ultérieurement afin que vous nous fassiez part de vos commentaires et propositions de sujets à traiter dans le futur. En répondant à ce questionnaire, vous nous aiderez à améliorer ce cycle de webinaire et vous pourrez partager vos coordonnées avec les autres participants souhaitant le faire. Alors, pour construire le programme de ce webinaire, nous avons repris la même structure que le premier webinaire du mois de mai, à savoir 3 temps forts. Dans un premier temps, donc, une définition des termes du bâti ancien, donc, qui sera consacré aux menuiseries et aux parois vitrées. Et donc, il verra donc, Diane Bouteiller, spécialiste de la question, nous présenter donc, ces premières définitions. Puis une table ronde qui sera animée par Philippe Moutet de la Fédération nationale des parcs naturels régionaux et qui nous verra donc le témoignage d'Angélique Sage du collectif Effinergie, de Diane Bouteiller et de Serge Fauvre, donc ingénieur dans un bureau d'études. Et cette table ronde sera suivie d'une discussion et d'échanges à travers les questions des participants, et
que j'espère sera riche en échanges. Et la troisième partie donc, de ce webinaire sera consacrée aux ressources disponibles sur le site, donc des ressources actualisées, ayant donc un sujet qui se rapporte à celui qui nous occupe aujourd'hui, à savoir celui des menuiseries et des parois vitrées. Alors, avant de lancer les débats, je vais me permettre de vous présenter ou représenter rapidement Creba et ses partenaires. Creba a été créé il y a maintenant 3 ans, c'était en 2018, avec comme objectif de mieux diffuser les connaissances et de valoriser les bonnes pratiques auprès des acteurs de la construction. Alors, Creba a été créé donc en 2018 par 5 membres fondateurs, donc, avec en pilotage le CEREMA, 2 associations, Sites et Cités Remarquables de France et Maisons Paysannes de France, et 2 écoles d'enseignement supérieur, donc l'école d'ingénieurs des arts et métiers de Cluny, l'ENSAM de Cluny, et l'école d'architecture de Toulouse, donc le laboratoire de recherche en architecture. Ce projet a été donc ce site internet Creba, donc là vous voyez l'URL, mais si vous tapez simplement www.creba.fr, vous y accédez tout aussi rapidement. Le lancement de ce site a été fait donc en 2018 suite à un projet qui a duré 2 ans et qui a été financé par le programme PACT. À la suite de ce lancement, des acteurs nous ont rejoints, donc à travers lesquels l'Agence Qualité Construction, le Plan Bâtiment Durable, la Fédération des Parcs Naturels Régionaux, l'Association des Architectes du Patrimoine, le collectif EFInergie et le portail Construction 21. Et enfin, je mentionnerai le soutien donc, des pouvoirs publics à travers les ministères de la Culture, le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Cohésion des territoires qui soutiennent nos travaux avec une aide financière totalement indispensable. Alors, le cœur de métier de Creba est la réhabilitation responsable du bâti ancien. En effet, le bâti ancien se situe à la croisée de nombreux enjeux. Enjeux environnementaux, de par la nécessaire contribution à l'atteinte des objectifs nationaux de réduction de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre. Les enjeux culturels, de par les enjeux de conservation et la mise en valeur du patrimoine architectural qui le représente. Et des enjeux techniques, de par la spécificité des matériaux et des techniques qu'il met en œuvre associés à divers risques de pathologie. L'objectif de Creba est donc d'intégrer de manière équilibrée tous ces enjeux lors d'une réhabilitation énergétique. Cela nécessite une approche holistique relativement complexe et vous pourrez retrouver les fondements de cette démarche à travers la charte Creba qui est disponible en téléchargement sur notre site www.creba.fr. En réalité, il s'agit d'une affaire de méthode, à savoir travailler impérativement dès la phase amont en intégrant une approche globale sous peine d'aboutir à une non-atteinte des objectifs, voire à une dégradation des performances du bâti ou de ses qualités architecturales. Donc, nous allons donc voir comment aborder cette approche transversale à travers ce webinaire qui portera sur le thème du choix de matériaux pour une réhabilitation performante du bâti ancien. Le parti pris d'une approche originale a été choisi par tous les partenaires de Creba que j'ai cité tout à l'heure pour aborder ce webinaire puisqu'il sera principalement axé sur les parois vitrées. Ce choix s'explique principalement par 2 raisons. D'une part, le débat sur les parois opaques est très largement traité par ailleurs, notamment à travers la question des isolants biosourcés. D'autre part, il nous semble particulièrement intéressant d'illustrer toutes les problématiques que sous-tendent les fonctions des menuiseries, isolation thermique et acoustique, intégration architecturale, modénature de façade, confort visuel, renouvellement d'air, etc., à l'aune de l'approche Creba. Donc pour cette première partie du webinaire consacrée au terme du bâti ancien, nous avons invité Diane Bouteiller, qui est diplômée de l'école de Chaillot et qui forme les architectes du patrimoine. Diane est enseignante en école d'architecture et travaille en libéral, notamment sur les questions de menuiserie et de fenêtres. À ce titre, elle a eu l'occasion de réaliser des fiches conseils sur les fenêtres pour la DRAC Pays de Loire avec l'UDAP 49, le CAUE 49 et la CAPEB Pays de Loire. Nous aurons l'occasion d'évoquer cet ouvrage et de retrouver de nombreuses illustrations issues de ces fiches conseils au cours de ce webinaire. Mais avant de donner la parole à Diane, nous allons tester vos propres connaissances sur les menuiseries et voir si nous avons affaire aujourd'hui à un public d'experts. Nous vous proposons donc un petit quiz
de manière didactique qui va nous permettre une première interaction. Et j'en appelle la régie. Voilà. Donc là, en principe, vous devez voir apparaître sur votre écran deux questions. Donc la première question, quels sont les composants d'une menuiserie donc quels sont les composants que vous connaissez pour les menuiseries? Donc vous avez, c'est un questionnaire à choix multiples, vous pouvez voter plusieurs fois. Et une fois que vous avez voté sur tous ces termes, vous pouvez descendre la barre et répondre à la deuxième question. Donc, je vois que ça commence à s'animer. Quels sont les types de battements traditionnels en menuiserie? Donc, une deuxième question. Et je vois que ça commence également à s'activer. Je remarque que l'éventail n'a pas de... Mais par contre, que l'imposture en a. Comme niveau de réponse. Et donc, je laisse la régie mettre fin au sondage, et ce qui va me permettre de passer la parole à Diane pour faire un premier commentaire. On attend un petit peu, il n'y a que 50 réponses. Sachant que nous sommes 107. Donc, on est à environ 60 réponses pour la première question. On aura une soixantaine de réponses. Je pense que c'est quand même assez représentatif. Le vert est arrivé à presque 100%. Bon, je vais commenter, je vais me permettre de commenter. Bonjour à tous. Alors, dans ces réponses, il y a quelques pièges, vous avez dû le voir. On peut décrire précisément ce qui compose la menuiserie de fenêtre grâce à un vocabulaire qui est très varié et qui n'est évidemment pas représenté ici. Et ce vocabulaire, il peut parfois changer d'une région à l'autre. Ce qui est certain, c'est que les composants que l'on retrouve généralement sur toutes les fenêtres sont des vantaux mobiles que l'on peut ouvrir pour ventiler, pour voir au dehors. On retrouve le verre qui permet de laisser passer la lumière, les volets et les contrevents qui permettent de se protéger et des températures ou de la lumière, justement. Et puis on retrouve également toute la quincaillerie qui n'est pas représentée ici. Les autres termes comme le jet d'eau, le canal d'écoulement des eaux sont des dispositifs techniques qui ont été inventés au cours des siècles et qui assurent l'étanchéité de la fenêtre. L'imposture, en revanche, c'est un piège. On parle plutôt d'imposte, comme on parle de ventail et non d'éventail, et on parle en général de petits bois, les petits bois qui servent à maintenir les carreaux de verre, et on a plutôt l'usage de dire petit bois et non gros bois. Alors, concernant la deuxième question, le battement, en fait, c'est une sorte de moulure qui vient dissimuler le joint des vantaux d'une fenêtre. Donc, il est posé ou embrevé dans les battants du milieu. Et le battement, il est dit à feuillure, à contre-feuillure, à doucine, à mouton et gueule de loup, ou même à chanfrein. Donc les battements, c'est les images que vous voyez en bas à gauche. Donc, bien entendu, le battement d'aile ou le battement de tambour ne sont pas des battements traditionnels, ou de moins jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que dans vos régions, ça l'est. En fait, ce qui est intéressant de voir ici, sur ces trois petits schémas en bas, c'est l'innovation qu'ont pu avoir les menuisiers pour créer des formes de battements qui soient les plus performantes. Et le type de fermeture à mouton et à gueule de loup, c'est probablement le plus répandu dans les fenêtres anciennes, donc surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle. Il a prouvé son efficacité au niveau de la thermique, de la perméabilité à l'eau et à l'air, et à l'acoustique. Alors, on va maintenant vous proposer un sondage pour une troisième question. Donc, je reprends la main pour... Donc là, on va s'intéresser aux fermetures. Donc, il y a une seule question. Donc, même principe que précédemment. Vous votez. On va essayer de dépasser le taux de 60% de participation. Sachant que donc, vous avez compris donc la philosophie. Tout le monde, vous pouvez participer, il n'y a pas de piège. On voit se dégager des tendances. Ouais, la spagnolette et la crémone sont plutôt populaires. Donc, on a allègrement dépassé le taux de vote de tout à l'heure.
pense là, ça stagne à 80%. Ouais, bon, je vais commenter un petit peu. Ouais. Alors, concernant ces organes de fermeture, mais en fait, il existe là aussi de multiples termes qui peuvent varier, mais il y a aussi un piège. Donc, le claudiquet, par exemple, c'est une pure invention linguistique de notre part. Et vous avez reconnu, je suppose, la chevillette qui bloque la bobinette dans le conte du chaperon rouge. Bon, voilà. Plus sérieusement, les organes de fermeture que l'on retrouve sont les loctaux, les targettes, les verrous verticaux, les espagnolettes, les crémones. Donc, en fait, chacun a sa spécificité et témoigne d'une époque. Et puis, je vais m'arrêter un instant sur l'espagnolette, qui est une fameuse, qui est vraiment une fabuleuse invention. Donc, on va retrouver les poignées d'espagnolette dans les croquis au milieu en haut, et puis représentées dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert sur la droite. Donc, l'espagnolette, elle permet d'ouvrir et de fermer la fenêtre d'un seul geste, mais également de laisser la fenêtre entrouverte tout en maintenant la sécurité. Et elle permet également de fermer la fenêtre en 3 points. 3 points puisque la tige de l'espagnolette, elle vient s'accrocher en haut, elle vient s'accrocher en bas et au milieu, contrairement à une crémone, par exemple, qui se ferme en 2 points. Donc, cette fermeture en 3 points, en fait, elle assure à la fois une structure au ventail, mais elle assure une très bonne étanchéité. Et donc, de manière générale, l'ensemble de ces quincailleries participe à la richesse des menuiseries puisqu'elles sont souvent peintes et moulurées. Et elles sont très bien conçues puisqu'elles peuvent être démontées et remontées sur une autre fenêtre. Voilà. Merci pour ces informations. Et donc là, on va vous laisser nous présenter un petit peu la place du verre dans la fenêtre au fil des siècles, nous donner un petit cours d'histoire. Oui, c'est que, en fait, les menuiseries anciennes, elles constituent des témoins précieux de l'histoire. Et c'est vrai que parfois, il est difficile de savoir si on peut les modifier, si on peut les conserver ou les remplacer, parce qu'en fait, on ne sait pas les dater et on ne sait pas trop ce qui a de la valeur. Donc, on va vous présenter très synthétiquement leur évolution, juste pour qu'on puisse comprendre ce qui fait leurs caractéristiques générales et leur richesse. Alors là, on vous a mis quelques images de menuiserie du XVIe siècle. Naturellement, c'est plutôt rare d'en trouver d'origine. À ce moment, la fenêtre, elle est très souvent constituée d'un meneau ou d'un croisillon. Et ce qui est intéressant de voir en fait à cette époque, c'est que les pièces de verre étaient beaucoup plus petites qu'aujourd'hui, souvent en forme de losange d'ailleurs, et elles sont assemblées par des baguettes de plomb. Au XVIIe siècle, les petites pièces de verre qui étaient mises sous plomb sont progressivement remplacées par des carreaux, donc le croquis que l'on voit à droite. Des carreaux que l'on appelle à l'époque des grands carreaux. Mais aujourd'hui, on les appelle des petits carreaux, tout simplement parce que leur taille a depuis évolué. Ils sont maintenus à partir de la fin du XVIIe siècle dans des petits bois. Ces petits bois donc, qui servent à rigidifier les vantaux et donc en fait qui permettent de favoriser l'agrandissement des surfaces vitrées. Au XVIIIe siècle, les carreaux continuent de s'agrandir jusqu'à occuper parfois toute la largeur du châssis, du ventail. Dans le même temps, la porte-fenêtre, elle se développe, ce qui permet d'avoir donc plus de lumière. Donc, je vous ai déjà parlé de l'espagnolette qui se généralise en fait à ce moment, à partir du XVIIIe siècle, et qui permet en un seul geste d'ouvrir la fenêtre pour passer de l'autre côté du mur. Ce qui veut dire qu'en fait, notre rapport à la fenêtre, il change complètement. Alors, jusqu'au XIXe siècle, les verres étaient soufflés avec des techniques traditionnelles. Et à partir du XIXe siècle, les verres sont de plus en plus fabriqués de manière industrielle. Ils continuent de s'agrandir pour occuper parfois toute la hauteur du châssis. Donc, on peut avoir des verres qui occupent toute la largeur et toute la hauteur du châssis. Au début du XXe siècle, sur cette même image encore, les mouvements d'art et d'architecture génèrent de nouvelles formes. Ici, à droite, on a un dessin de fenêtre qui est plus large. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le petit bois qui est courbe et qui permet en quelque sorte de renouveler le dessin de la menuiserie. Et il faudra attendre les années 70 pour que le double vitrage se développe et qu'il change la manière finalement de fabriquer les fenêtres. Alors, sur cette image, on voit des tableaux qui représentent des fenêtres au fil des siècles. Donc, ça apporte un peu de couleur et un peu de poésie. Donc, ce qui est intéressant de voir ici encore, c'est l'évolution de notre rapport à la fenêtre, puisqu'à un moment,
on était capable de passer au travers, et puis ensuite, la fenêtre est devenue horizontale, enfin, parfois, surtout dans les mouvements modernes. Donc la fenêtre, en fait, a toujours suscité un intérêt dans la pièce, ce que l'on voit là sur les images, puisqu'elle nous éclaire et elle nous permet de voir ce qui se passe au dehors. Voilà pourquoi on doit apporter beaucoup d'intérêt à ce dispositif qui est très important dans l'architecture. Donc finalement, ce qui caractérise l'évolution de la fenêtre, c'est en fait l'agrandissement des surfaces vitrées qui est possible grâce à l'amélioration des techniques de fabrication du verre. Merci Diane pour cette entrée en matière très intéressante à la fois au niveau donc architectural, technique et ce petit cours d'histoire et de culture. Donc nous allons maintenant passer à la table ronde du webinaire qui sera animée par Philippe Moutet. Philippe travaille à la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Il a en charge les sujets de l'énergie, du climat, de l'adaptation et de l'architecture. Tout un programme. Et donc, Philippe, je te laisse le soin d'animer et de présenter les participants à cette table ronde. Alors effectivement, merci Andrés. Donc, effectivement, à la Fédération, j'ai une mission assez vaste. Néanmoins, aujourd'hui, le sujet, et cette mission est d'ailleurs très souvent en lien avec les objectifs que le CREBA met en avant, d'où l'adhésion d'ailleurs de la Fédération à la démarche, comme l'évoquait Andrés. Donc, ce qu'on voulait vous proposer pour cette table ronde, c'était de croiser des expertises et puis de croiser aussi des éléments techniques, des éléments d'évaluation et puis des éléments de retour d'expérience terrain. Donc, on va avoir la chance à cette table ronde de bénéficier du retour. D'abord, Diane sera toujours avec nous sur cette table ronde pour nous apporter son expertise en architecture et en patrimoine. On aura également en complément dans un second temps, et Diane reviendra après, mais on aura également un retour d'expérience d'Effinergie à travers l'apport d'Angélique Sage, un retour d'expérience qui est pour l'instant à ses débuts, puisqu'il n'y a pas eu énormément d'expériences qui ont été jusqu'au terme de l'évaluation, mais qui sont assez enrichissantes déjà comme retour. Et puis après, on ira sur les territoires. Alors évidemment, avec un manque total d'objectivité, on ira sur un parc naturel régional, mais ce n'est pas moi qui avais choisi initialement, il y a une cohérence. Et là, l'idée, c'est d'aller voir comment sur un territoire, à travers la démarche du parc des Vosges du Nord et à travers le témoignage de Serge Fauvre qui a apporté son expertise technique au parc pour réfléchir finalement par rapport à l'enjeu de renouvellement du bâti ancien, aux typologies de fenêtres bois mobilisables sur le territoire, quels pouvaient être à la fois les bons choix et puis le moyen à la fois de rendre accessible la rénovation de ce bâti ancien en respectant son patrimoine et puis, si possible, de pouvoir aussi s'appuyer sur la ressource locale pour avoir finalement le triple effet qu'on recherche, c'est-à-dire la préservation du patrimoine, l'efficacité des menuiseries par rapport au bâtiment et en même temps un impact positif sur l'économie locale et même indirectement la gestion de la ressource. Donc voilà ce qu'on peut vous proposer comme table ronde. Pour les questions, comme on vous l'a dit précédemment, on vous invite à les poser via le chat et puis on en fera la synthèse. Je serai aidé d'ailleurs là-dessus pour en faire la synthèse et que pour nos intervenants puissent vous répondre le plus précisément à vos interrogations. Donc peut-être, vous l'avez déjà un petit peu entendu, mais de manière très très large, mais peut-être Diane, vous pourriez apporter un premier petit complément avant l'intervention d'Élodie et peut-être un complément à son retour d'expérience. Je vous passe la parole, Diane. Oui, merci Philippe. Oui, je vais faire une petite introduction par rapport sur la place de la fenêtre dans l'architecture et ses enjeux. En fait, l'histoire de la fenêtre, elle a toujours impliqué un dialogue entre son évolution technique, sa présence dans l'architecture et la réflexion sur le confort qu'elle apporte. Donc, elle joue un rôle fonctionnel, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à la ventilation, l'apport de lumière, l'isolation, mais elle a aussi un rôle esthétique, puisqu'elle participe du dessin de façade. Donc, de par ses dimensions, ses formes, elle participe au dessin des proportions qui donnent le caractère au bâtiment. Et au-delà de cet aspect fonctionnel et esthétique, ce sont parfois des témoins d'histoire intéressants, comme on vient de le voir juste avant. Alors aujourd'hui, il existe de gros enjeux autour de la fenêtre puisqu'on cherche un meilleur confort, que ce soit au niveau de l'acoustique ou du thermique. Et donc une question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut préserver ces éléments de seconde œuvre
tout en améliorant leur performance énergétique. Quels matériaux privilégier? Est-ce que le double vitrage est la seule solution? Est-ce qu'il existe diverses solutions qui vont s'adapter au budget de chacun? Donc, c'est précisément à ces questions que le CREBA a souhaité consacrer un webinaire. Et ce webinaire, il associe autant la rénovation énergétique que la qualité d'intervention sur le bâti ancien. Et là encore, je me permets de nuancer le propos. Et il faut bien différencier la restauration de la rénovation. La restauration-réhabilitation ont l'avantage, au contraire de la rénovation, de donner de la valeur et pas seulement sur l'efficacité énergétique. Donc, pour comprendre ces problématiques, on va vous présenter un premier retour de terrain du label Finergie Patrimoine. Merci Diane. Et donc, du coup, assez logiquement, on va passer la parole à Angélique Sage qui va nous rappeler à la fois ce qu'est Finergie et puis peut-être nous faire ce retour d'expérience. Comme on le verra, comme vous le disiez, avoir une seule grille de lecture pour travailler sur les menuiseries, c'est insuffisant. Il faut avoir une approche globale. Allez-y, Angélique. Merci pour la transition, Diane. Effectivement, on cherche par l'expérimentation qu'on mène au niveau des Finergies à valoriser justement l'efficacité énergétique, mais également la préservation du patrimoine bâti. Alors, Finergie, c'est une association nationale qui œuvre pour, au départ, plutôt efficacité énergétique, mais aussi confort dans les bâtiments. Et on est à la manette d'un certain nombre de labels que vous connaissez sûrement, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. On a aussi des actions en lien avec le patrimoine, avec une expérimentation qui est en cours depuis quelques temps maintenant et qui se poursuit actuellement. Alors l'expérimentation, elle est sur une quarantaine de projets qui vont candidater et qui vont chercher à valoriser aussi bien l'aspect de préservation architecturale que l'efficacité énergétique. En termes d'efficacité énergétique, on se base sur le label BBC et Finergie Rénovation. On n'a pas des éléments aussi objectifs sur le patrimoine, donc d'où l'idée de générer cette expérimentation et de regarder précisément pour chacun des projets qui vont candidater comment l'équipe projet a pu faire la part des choses et apporter sa touche sur chacun des éléments de préservation du patrimoine pour vraiment associer valorisation énergétique et patrimoniale. Ce n'est pas évident et on a justement notamment ce premier retour d'expérience qui nous le montre. Alors, dans le cadre de l'expérimentation, une quarantaine de projets. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 30 qui ont déjà candidaté. L'expérimentation, c'est en 2 phases. Donc, on a tout d'abord une première candidature où on va vérifier qu'effectivement, il y a un potentiel patrimonial à préserver. Et puis, il y a une deuxième phase où là, on a pour chacun des projets un expert en patrimoine et un expert en énergie qui vont vraiment regarder les choix de l'équipe projet. Donc, dans l'immédiat, il y a 5 projets qui sont passés dans cette deuxième phase et un qui a été validé par la commission, donc la commission qui est dédiée sur ces sujets-là. Dans le cadre de ce premier projet, on est tout de suite confronté à la dure réalité, on va dire, de cette valorisation, de cette double valorisation. Et ce webinaire nous intéressait plus particulièrement parce que pour ce premier projet qui est une mairie à Bria dans le 62, l'équipe projet a été confrontée à cette problématique liée aux menuiseries et notamment au vitrage. Donc, ils ont fait un travail énorme sur le bâtiment. Ils ont cherché vraiment à avoir une approche aussi bien sur le volet énergie que sur le volet patrimoine. Donc, à préserver, par exemple, les murs extérieurs, mais à réussir quand même à trouver des solutions pour les isoler efficacement. À travailler sur l'isolation des planchers intermédiaires pour qu'au global, on gagne en efficacité énergétique. Sur les menuiseries, ils ont fait des recherches historiques sur le bâtiment. Donc, ils ont été rechercher des photographies qui datent des années 30. Ils ont été regardés, du coup, grâce à ces photographies, comment avaient été constituées visuellement déjà les menuiseries, les vitrages. Ils ont retrouvé des lettres qui datent d'avant les années 1900 pour comprendre la genèse et l'inspiration en fait architecturale qui a été utilisée pour la construction du bâtiment et voir un peu quel type finalement de menuiserie on utilisait. Est-ce qu'il y avait des lambrequins qui étaient présents au niveau des vitrages, comment étaient constitués les verres, est-ce qu'on avait des petits bois, comment
comment ça se passait exactement. Donc, il y a eu toutes ces recherches. Il y a eu aussi une volonté de travailler avec des acteurs locaux. Dans le cadre des menuiseries, c'était de faire fabriquer les dormants par des artisans locaux. Mais se posait quand même la contrainte du vitrage, parce que c'est cette dernière contrainte qui les a un peu bloqués, où ils se sont retrouvés confrontés au marché, tout simplement, au marché qui existe actuellement, aux possibilités qui leur étaient offertes pour un chantier qui reste un petit chantier, puisque c'est un bâtiment, c'est une mairie d'un village, donc c'est plutôt un petit bâtiment, et puis au coût aussi de fabrication qu'il peut y avoir derrière. Donc, un projet qui a été très bien mené, avec de la recherche derrière, avec vraiment une volonté de valorisation aussi bien énergétique que patrimoniale, et qu'on salue et qu'on souhaite valoriser de par l'expérimentation. Mais grâce à eux, on s'aperçoit aussi des contraintes finalement de terrain que l'on peut avoir, notamment sur le sujet de la menuiserie. Merci pour ce témoignage, Angélique, avec une précision, hein, c'est que vous l'avez dit, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, hein, donc c'est juste un premier retour d'expérience qui pose des problèmes, mais qui montre aussi qu'il y a un engagement là-dessus. Puis vous avez évoqué la question du marché, la question finalement de la modélisation économique, et je crois qu'à travers le témoignage de Serge Fauve dans le cadre des Vosges du Nord, on verra que cette préoccupation d'avoir un marché qui correspond et un effet qui permet justement de diffuser ces solutions est un point important. Je crois que pour qu'on ne reste pas forcément sur ce premier retour avec aussi ses limites, mais qui est, comme on l'a dit, un premier retour, on pourrait demander à Diane de nous apporter quelques éléments, pas positifs, mais de solutions qui sont avérées et qui viendront sûrement enrichir l'étude des Finergies dans les exemples suivants. Diane, peut-être apportez-nous un petit peu d'éclairage là-dessus, du positif. Oui, c'est vrai que ce retour, il illustre la difficulté qu'on rencontre sur le terrain. Parfois, on a l'impression d'être seul face à plusieurs problèmes. Et pourtant, il existe un panel de solutions qui ont été identifiées et qui peuvent s'adapter aux différentes contraintes et aux différents budgets. Donc, je vais vous présenter quelques solutions techniques qui s'organisent donc autour de l'amélioration des performances et en même temps du respect de la fenêtre ancienne. Alors, sur une première image, ici, on va vous présenter un petit croquis de solutions à moindre coût. Donc, par exemple, pour limiter les passages d'air, on recommande d'intégrer un joint entre le dormant et l'ouvrant, ce que vous voyez en bleu. Ce joint-là, on peut le poser nous-mêmes, mais il y aura plus d'efficacité si c'est un menuisier qui le fait, parce qu'il va faire un rainurage en creusant le bois et il va insérer le joint. Donc, cette petite intervention, elle peut se faire sur place ou en atelier. Toujours sur cette image, si c'est du simple vitrage, il faut également veiller à ce que le masticage soit en bon état, car c'est lui en fait qui assure l'étanchéité entre le verre et le bois. Et s'il est altéré, on peut le compléter. Donc il y en a qui le font eux-mêmes, mais on peut faire appel à un vitrier ou à un menuisier. Dans ce cas-là, l'intervention elle sera en atelier. Et toujours sur cette image, si le châssis est en atelier, j'ai envie de dire autant en profiter pour remplacer les pièces de bois les plus abîmées. Donc, le jet d'eau qui est situé sur le ventail, ou encore la pièce d'appui qui constitue la traverse basse du dormant, elle constitue les parties de la fenêtre qui sont les plus exposées à l'humidité et donc qui s'altèrent le plus rapidement. Et grâce à leurs assemblages chevillés, en fait, on peut tout à fait les démonter et les remplacer. On peut également en profiter pour modifier la pièce d'appui en créant une feuillure, comme on voit avec les petits traits en bas là, une feuillure et une goutte d'eau pour limiter son contact avec la neige. Donc si on limite son contact avec la neige, on limite le contact avec l'humidité et donc on permet d'éviter le pourrissement du bois. Donc l'avantage de ces premières solutions, c'est que ça permet de préserver un maximum le châssis d'origine, c'est normal vu qu'on ne modifie pas trop, à moindre coût, et donc on peut également préserver son esthétique ancienne. Concernant le double vitrage ou le verre feuilleté. Alors, la question du changement de verre, c'est probablement la question qui pose le plus d'enjeux pour la préservation des fenêtres anciennes. Le bois, c'est le matériau le plus isolant, bien plus que le PVC ou le métal. Mais c'est souvent le verre, en fait, qui laisse passer le froid et qui donne un sentiment d'inconfort, comme l'effet de parois froides lorsqu'on s'approche de la fenêtre en hiver. Donc, il existe plusieurs possibilités. On voit ici sur ces deux croquis. On peut conserver le châssis d'origine en creusant la feuillure, qu'on voit derrière le mastic, en creusant la feuillure pour poser un verre feuilleté. Et si le châssis est assez épais,
on peut même élargir la feuillure et poser un double vitrage. Donc, il faut un châssis assez épais. En général, on peut faire ça surtout sur des châssis 19e, 20e. Et s'il n'est pas assez épais et qu'on souhaite un double vitrage, il faudra en refabriquer un. Donc, le double vitrage, c'est 2 verres espacés, le croquis que vous voyez à droite, et le verre feuilleté, c'est 2 verres collés avec un film entre les deux. Le double vitrage, il sera le plus performant au niveau de la thermique. Alors, pourquoi? Parce qu'il a un gaz rare entre les 2 verres, c'est de l'argon, c'est un gaz qui est un très bon isolant. Et le verre feuilleté, lui, il est très performant au niveau phonique et moyennement au niveau thermique. Alors, avec les retours d'expérience, on voit que c'est le verre feuilleté qui permet de garder l'esthétique, qui permet le mieux finalement de garder l'esthétique ancienne. Le double vitrage, il va épaissir considérablement le châssis finalement, ou la paroi vitrée. Et c'est voyant en fait un double vitrage, parce que lorsqu'on se balade dans la rue, on voit les fenêtres qui comportent un double vitrage, alors que le verre feuilleté, il passe plutôt inaperçu, comme du simple vitrage. Alors, bien entendu, les améliorations techniques font que le double vitrage est de plus en plus fin, alors ce qui est peut-être un petit peu plus onéreux, mais il y a des solutions qui sont trouvées au fur et à mesure pour amincir ces doubles vitrages. Le verre feuilleté, lui, il devient également de plus en plus performant au niveau de la technique. Et son atout au verre feuilleté, c'est qu'il permet de préserver le mastic. On en parle peu du mastic, mais en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que le mastic ne peut pas être utilisé avec du double vitrage, car ça ne rentre pas dans les DTU, ce n'est pas possible. Donc, on remplace le mastic par une parclose en bois. Et vu de l'extérieur, donc sur un double vitrage, la parclose va avoir un aspect un petit peu plus rigide, car elle est coupée à la machine, si vous voulez, au contraire du mastic qui est fait à la main et qui a des irrégularités. Donc, en fait, on a toujours une différence, enfin, on a souvent une différence d'esthétique entre le verre feuilleté et le double vitrage. Donc, ces interventions de pose de verre feuilleté et de double vitrage, elles sont plus coûteuses que la solution précédente de restauration du châssis. Ça se fait forcément en atelier, à moins d'utiliser le châssis existant. Dans ce cas-là, il y a certains menuisiers qui veulent bien faire ça sur place. Mais en général, c'est en atelier, il faut déposer le ventail et la durée d'intervention, elle est moyenne. Alors, concernant les petits bois, voici sur ces petits croquis, on voit la manière d'obtenir des profils de petits bois avec du double vitrage. Donc, on peut les coller de chaque côté du verre, ce que l'on voit sur le 3e croquis. Ce sont des petits bois qui sont fictifs et on leur met donc une intercalaire noire. Ou bien, on peut utiliser des petits bois mortaisés ou porteurs, ce que l'on voit sur le dernier croquis, ce qui permet à la fois de conserver les savoir-faire et l'esthétique ancienne, parce qu'ils gardent leur effet structurel. Toutefois, il est difficile d'avoir des petits bois mortaisés avec des petits carreaux. Ça se fait, mais en général, on fait plutôt avec des grands carreaux, parce qu'en fait, ça épaissit quand même le châssis et donc ça réduit la taille des carreaux. De plus, que ce soit avec les petits bois fictifs ou porteurs, j'y reviens, mais le mastic disparaît. Donc, vous voyez, le mastic, c'est ce qu'on voit sur le premier croquis à gauche. Et sur les suivants, à chaque fois sur les parties de gauche, on essaie d'imiter le mastic avec du bois. En fait, on n'a pas trouvé de meilleure solution que du bois coupé de biais, en fait, et collé sur du verre pour imiter le mastic. Alors maintenant, j'attire votre attention sur les phénomènes de condensation. Il est fréquent de voir de la vapeur d'eau qui va se condenser au contact du simple vitrage. Alors, sur le premier croquis, celui de gauche, elle est ensuite rejetée par la gorge, puis par le trou d'évacuation, avec la petite flèche bleue. Ce phénomène, il permet de maintenir le taux d'humidité de l'air à un niveau bas. Ça veut dire qu'en quelque sorte, la fenêtre permet de contribuer aux performances énergétiques du bâti ancien. Le fait de disposer d'un rideau, d'un volet ou même d'un contrevent, ça permet d'atténuer cette sensation de paroi froide. Et avec le double vitrage, en fait, sur le croquis de droite, qui ne joue pas cet effet de paroi froide, vu qu'il est très isolant, ce phénomène de condensation, il n'est pas possible. Et souvent, l'humidité s'échappe par les murs. Donc, tout simplement, pour éviter les moisissures, il faut veiller à ce que la pièce soit régulièrement ventilée. Et quand on n'a pas de système de ventilation, eh bien, on ouvre tout simplement la fenêtre pendant 15 à 20 minutes par jour pour évacuer l'excès d'humidité. Alors, j'attire également votre attention sur le dessin et les proportions des jours lorsqu'on a des petits bois. Comme le jour vient du haut, la fenêtre et ses carreaux ont une forme verticale. Pour les petits et les grands carreaux, il vaut mieux privilégier une proportion de jour qui soit légèrement plus haute que large
pour favoriser l'entrée de lumière et ne pas exagérer les proportions. Donc, on va plutôt se baser sur le dernier croquis avec l'indication en bleu. Alors, enfin, je vais terminer sur la double fenêtre qui apporte, alors à mon avis, avec le mien, de très bonnes performances, si ce n'est les meilleures performances phoniques et thermiques. Donc, la pose de la double fenêtre, c'est une technique qui est ancienne. Sur les deux images, en fait, ces croquis sont à prendre avec des pincettes, puisqu'en fait, sur la première image, en rouge, eh bien, on voit que ces solutions de double fenêtre sont aussi traditionnelles, en fait. Par exemple, alors attendez, il y a le schéma qui s'indique sur mon image. Alors, donc la première en rouge, elle à prendre avec des pincettes, hein, puisqu'on a vu très souvent, même anciennement, des doubles fenêtres qui sont posées à l'extérieur. Donc en fait, c'est intéressant, on les pose en hiver lorsque le froid arrive. Par contre, ça perturbe la lisibilité de l'architecture, puisqu'elles sont posées au nu du mur extérieur, et donc on perd les pleins et les vides. À l'intérieur, en bleu, la double fenêtre, elle va être posée en applique. Attention, il faut faire attention à ce qu'elle n'altère pas les décors intérieurs. Si la fenêtre d'origine a des petits carreaux, ça ne sert à rien de refaire des petits carreaux dans la double fenêtre. Il vaut mieux faire un grand vitrage, parce qu'en fonction du point de vue, la perspective, là où on est situé dans la pièce ou dehors, jamais les petits carreaux vont pouvoir s'aligner, et ce qui fait qu'on va avoir une multitude de petits bois. Donc, pour cette intervention qui est plutôt moyenne ou longue, il y a une fabrication en atelier, il y a également une intervention sur place. Le coût il est plus élevé, naturellement, si la double fenêtre est en double vitrage ou verre feuilleté. Si vous posez une double fenêtre avec des verres isolants, à ce moment-là, vous aurez les meilleures performances énergétiques. Donc, pour conclure sur cette rapide présentation de solutions, on voit qu'il existe des solutions qui vont s'adapter aux contraintes et au budget. Et il faut adapter les solutions aux contraintes. Est-ce qu'on cherche une amélioration phonique ou est-ce qu'on cherche une amélioration thermique? Parce que parfois, c'est soit l'un ou soit l'autre. Est-ce qu'on peut adapter les solutions au type de pièces? Par exemple, avoir des fenêtres qui vont être moins performantes dans les pièces que l'on chauffe moins, comme les couloirs, vestibules, toilettes, et investir davantage dans les pièces qui sont les plus utilisées et que l'on chauffe le plus, comme le salon, la chambre. Voilà. En tout cas, pour améliorer les performances d'une fenêtre, ce qui est sûr, et enfin, bien souvent en fait, plus on préserve son esthétique, plus l'enveloppe budgétaire est élevée. Ce qui est important, en fait, c'est de trouver un juste milieu entre la préservation et la réhabilitation, d'adapter les solutions aux contraintes et de ne pas se précipiter dans les travaux tant qu'on n'a pas bien analysé les besoins. Donc, avec l'ensemble de ces considérations, on pourra léguer aux générations futures des édifices qui ont de bonnes performances énergétiques et qui ont su préserver leur esthétique ancienne. Merci. Merci Diane. Alors, il y a déjà quelques questions qui se posaient dans le déroulé sur des questions très pratico-pratiques par rapport à votre intervention, sur le mastic. Peut-être sans attendre les questions qui viendront après, comme ça a été directement lié à votre intervention, il y avait une question sur la DTU qui prohibait le mastic. Pourriez-vous préciser quelle DTU indique que le mastic sur menuiserie ancienne n'est pas admissible? La plupart des TDU précisent en introduction que les informations qui suivent cette introduction ne s'appliquent pas aux bâtiments anciens et donc pas aux menuiseries dont on parle. Alors, je ne suis pas sûre de bien saisir la question. Moi, je ne dis pas que le mastic est impossible sur les fenêtres anciennes, c'est sur des fenêtres avec du double vitrage. Il y a quelques menuisiers, quelques grands ateliers de menuiserie qui vont vous suivre sur du mastic avec du double vitrage, mais c'est hors DTU. Le mastic ne peut pas convenir avec du double vitrage, mais il convient avec, en revanche, du verre feuilleté. Voilà, j'espère avoir… C'était une petite précision. Et puis la dernière, avant de passer donc, au témoignage de Serge Lefauve et du parc des Vosges du Nord, une petite question toute pratique. Vous avez parlé de 2 doubles fenêtres. Est-ce qu'il existe un système de coulisses qui permettrait d'ouvrir les deux en même temps?
Ah ah, non, je ne pense pas que ce soit encore inventé, mais peut-être des Un solutions à sujet venir, d'étude j'espère. pour la suite, oui, voilà. Alors, merci en tout cas, Diane, pour ce panorama qui complète un petit peu ce qu'on avait eu comme retour des Finergie et notamment qui montre, enfin, on retrouve ce qu'on va trouver d'ailleurs dans le témoignage de Save Fauvre, hein. C'est-à-dire qu'à chaque bâtiment, sa typologie, son examen et la solution qui convient, qu'il n'y a pas une seule voie d'entrée. Là, on était essentiellement sur de la rénovation de la fenêtre existante. Là, on va voir aussi qu'il y a une réflexion sur le marché de la fenêtre ancienne. Alors donc, pour résumer très rapidement, avant que Serge Fauvre y rentre dans le débat, hein, on va sur le parc naturel régional des Vosges du Nord qui est parti. On retrouve les éléments que vous avez évoqués l'une et l'autre, hein. La connaissance du terrain. Dans les Vosges du Nord, il y a un tiers à peu près des bâtiments qui sont d'avant 48. Et avant de se lancer dans cette réflexion sur la menuiserie et la rénovation du bâti, il y a eu un travail pour identifier quelles étaient les typologies finalement de fenêtres anciennes qui étaient les plus massivement représentées. Et à partir de l'identification, de travailler sur des solutions techniques, économiques et pratiques. Et là, je propose de passer la parole à Serge Fauve pour nous en dire un peu plus là-dessus. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravi de vous présenter cette étude qui a été faite en 2017. Il y a eu effectivement une décomposition de l'étude en 3 volets. Il y a un volet effectivement recherche du bâti patrimonial, enfin, comme c'était fait donc à l'époque. Une analyse en fin de compte historique avec des prises de photos, des synthèses. Et moi, je me suis basé là-dessus après pour faire, on va dire, une étude technique qui devait permettre de sortir un cahier des charges pour réaliser des fenêtres patrimoniales, mais aussi économiques et écologiques et performantes d'un point de vue thermique. Donc, si vous voulez, il y avait ces trois items, ils sont parfois contradictoires. Et moi, j'ai essayé dans un premier temps, d'identifier, si vous voulez, tous les critères qui allaient me permettre de varianter et de jauger, d'évaluer les différentes solutions qu'on pouvait proposer. Alors, il y avait effectivement, il y avait l'essence de bois, il y avait pour la question de pérennité, donc l'essence du bois que nous avons, nous, en Alsace, qui est très utilisé dans la menuiserie, c'est le pin sylvestre et bien sûr le chêne. Alors, il y avait ça, il y avait des épaisseurs de bois, on avait parlé aussi des intercalaires, Warmedge ou classique aluminium ou pas du tout, quoi. On est parti donc sur aussi l'étude des performances avec les vitrages simples, doubles, voire triples. Et on a évalué aussi, si vous voulez, les performances avec les petits bois. Il faut savoir que les petits bois, ils ont un impact aussi sur le SW, ce qu'on appelle donc le facteur solaire. Donc, plus vous mettez du bois, donc c'est donc des masses bois opaques, opacifiantes dans le verre, ça va vous réduire le réchauffement naturel, donc on va dire avec les rayons du soleil en hiver, chose qu'on apprécie. Alors, c'est vrai que moi, dans mon bureau d'études, si vous voulez, je suis plutôt dans le passif et j'ai créé des fenêtres aussi pour le passif, donc avec des UW très, très performants. Et pour moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis un peu surpris qu'on parle encore du simple vitrage de nos jours, même pour des fenêtres patrimoniales, hein, parce que c'est une thématique qui n'est pas qu'en France. Moi, je traverse l'Europe parce que j'ai des clients en Autriche et en Allemagne, et ils ont trouvé des solutions aussi pour répondre à des exigences patrimoniales. Mais pour eux, c'est clair que le double vitrage, c'est un minimum. Il faut savoir qu'actuellement, quand vous commandez des fenêtres en Autriche, par exemple, le triple vitrage, c'est de série. On ne parle même plus du double. Alors là, on est sur du neuf. Sur du neuf, on est d'accord. Mais même pour la fenêtre patrimoniale, vous savez que l'Autriche, c'était aussi un pays qui a copié nos rois à l'époque. Ils ont fait des bâtiments aussi très, très grands, avec des grandes baies, etc. Et ces équipements qu'on remplace actuellement, ils ont du double, voire du triple vitrage. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple. Là, on a un exemple d'un artisan autrichien qui travaille en parallèle avec un industriel. Donc, ils se complètent. Souvent, les façades qui donnent sur les rues
Les rues principales, si vous voulez, elles sont faites avec ses fenêtres à lui. Et les fenêtres qui sont à l'arrière donc, du bâtiment, les façades qui ne sont pas vues, elles sont faites avec des fenêtres, entre guillemets, industrielles. Et pour le coup, si vous voulez, ça permet de mixer en termes de coûts et d'arriver quand même à faire quelque chose d'intéressant. L'autre point si on regarde sur ces deux vues-là, on a en fin de compte aussi une solution tout en un. Voilà, donc il propose aussi, parce qu'on a parlé du confort acoustique, etc., mais on a aussi le confort d'été. Il ne faut pas oublier que la fenêtre, même avec du triple vitrage, il faut l'occulter pour éviter qu'on ait donc des réchauffements donc, à l'intérieur des pièces. Voilà, donc ils ont vous voyez, intégré donc, dans l'encadrement, dans la profondeur des pièces. Tout ça, c'est fait en usine, si vous voulez. Donc, vous voyez en derrière donc, la fenêtre très minimaliste, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure avec Diane Bouteiller. Donc, c'est un respect. Parfois même, ils rénovent. Eux, ils ont un système de machine. En fin de compte, ils rénovent, ils retapent les fenêtres. C'est un procédé innovant. Ils arrivent à décaper la peinture très, très vite sur le bois, mais aussi sur la quincaillerie. Donc, ils récupèrent un maximum de fenêtres comme ça aussi. Et ils complètent, ils font vraiment un élément menuiserie à la fois côté extérieur et côté intérieur pour répondre à l'ensemble des besoins sur le marché autrichien. C'est le seul fabricant en Autriche qui fait ça. Et en France, je n'ai pas d'équivalent vraiment. C'est vrai qu'ils ont poussé je dirais, l'étude assez loin et ils ont beaucoup de succès. Voilà. Donc, je pense que la fenêtre patrimoniale historique, elle a un réel intérêt. Alors, il faut quand même faire attention, effectivement, donc, à l'acoustique. Alors, pour avoir aussi une expertise en général sur l'acoustique, souvent, ce que les gens reprochent, c'est que quand on leur change les fenêtres, on passe du simple, du triple vitrage par exemple, alors, patrimonial ou pas, ils se rendent compte, en fin de compte, que, OK, oui, ils entendent moins le bruit à l'extérieur, mais ils entendent mieux, du coup, le bruit à l'intérieur. Et ça, c'est aussi gênant. Il faut le traiter aussi en parallèle et prévenir les gens que ça peut avoir un impact sur leur confort acoustique à l'intérieur. C'est des choses qu'on ne parle pas assez et voilà. C'est un élément qui avait été évoqué tout à l'heure quand on parlait de la fenêtre et de son contexte. Avant qu'on retourne peut-être dans les Vosges du Nord, il y a quelqu'un qui demande le nom de l'entreprise en Autriche que vous évoquiez. Oui. Sinon, vous pouvez attendez, je l'avais encore ce matin. J'avais encore ce matin, mais là, c'est. Vous nous le ferez passer, puis on le. Oui, pas de souci. Mais du coup, alors, vous parlez de l'Autriche et de l'Allemagne, il faut resituer les Vosges du Nord, c'est assez cohérent. Mais néanmoins, sur le projet des Vosges du Nord, ce qui était par rapport à la mission qui vous avait été confiée, il y avait aussi cette idée de travailler sur une solution qui prenne en compte le modèle dominant des fenêtres anciennes. Donc, c'est les fenêtres à la France, vous le préciserez. Et puis, il y avait quand même cette idée que vous évoquiez, on parlait tout à l'heure de modèle économique et parfois difficulté d'accessibilité sur certains projets. Là, dès l'initial embarqué, il y a l'idée d'un modèle économique avec de la modularité. Est-ce que vous pourriez vous préciser un petit peu? Tout à fait. En fin de compte, l'étude a démontré que, je disais tout à l'heure en première ligne, que ça peut être, ce sont des critères, on va dire, qui sont parfois divergents. On ne peut pas respecter le patrimonial si on fait du thermique, etc. En fin de compte, j'ai prouvé que c'était faux à certaines conditions. Voilà. Donc, on a croisé les différents critères pour obtenir, si vous voulez, un cahier des charges de menuiserie. Et on a travaillé sur la finesse des profils, chose qui est souvent critiquée sur les industriels de la fabrication de châssis en bois en France, c'est qu'ils ont au niveau de la batte centrale ou du meneau central, ils ont des épaisseurs, enfin des largeurs de bois qui sont beaucoup trop importantes. Et là, en fin de compte, on arrive avec cette solution-là à faire du 10 cm de battu. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on a parlé du vitrage, mais il y a aussi le ferrage qui joue aussi énormément sur l'évolution de la fenêtre au cours du temps. Je dirais que c'est le vitrage et le ferrage qui fait évoluer la fenêtre. Le ferrage, là, on n'a pas été fort. Donc, les industriels du bois, ils ont copié un peu le PVC.
Et ils sont passés sous d'un jeu de 4 mm à un jeu de 12 mm. Ça veut dire quoi en termes de clair? Vous avez des gâches qui étaient à l'époque encastrées dans le bois. Et au jour d'aujourd'hui, elles ne sont plus encastrées, elles sont en fin de compte presque mobiles. On fait juste un pré-perçage et puis on la positionne. Comme ça, si jamais on se trompe, effectivement, c'est plus sympathique en production pour la déplacer sans refaire des fraisages et recalfeutrer, remettre du bois, etc., recoller un morceau de bois. Le problème qu'il y a, c'est que cette technique-là, elle a augmenté les épaisseurs, les largeurs de bois. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, ça a entraîné aussi une moindre résistance dans les essais de sécurité aussi, parce que la fenêtre aussi, de plus en plus, vous avez des essais de sécurité à l'ouverture. Et il faut savoir que quand c'est une gâche qui est encastrée, eh ben, elle est vraiment bien tenue latéralement, alors qu'une gâche qui est juste posée, comme ça, ben, elle est beaucoup plus facile en la poussant à l'éjecter, quoi, même dans une fenêtre bois. Donc là, on voit bien que on a singé pour des raisons industrielles, effectivement, mais là, maintenant, avec les machines que nous avons, les machines à commande numérique, ce n'est plus un problème de percer, de faire des fenêtres avec un jeu de 4 mm et de revenir à la tradition, on va dire, et à la performance aussi. Donc ça, c'était pour parler de ce point de ferrage. Et du coup, dans la démarche conduite avec le parc, si mon souvenir est bon, il y a eu un cahier de préconisation, puis des réponses sur plusieurs modèles. Et c'est là où vous êtes intervenu aussi pour arbitrer. Voilà, donc j'ai eu 3 acteurs locaux qui ont fait 3 prototypes. Chaque prototype ont été évalués. Il y en a un que vous avez montré tout à l'heure, qui est donc des fenêtres qui ont été donc mises en place. Alors c'est Schaden, l'Autrichien, le fabricant autrichien, c'est Schaden. Voilà, ça m'en vient. Donc c'est la menuiserie Volmer qui a fait les menuiseries du parc, là, donc à la Petite Pierre. Vous voyez, ils n'ont pas respecté tout à fait le cahier des charges, il me semble, parce qu'eux, ils avaient effectivement un jeu de 12 encore. Voilà. Ceci dit, ils ont réussi quand même à 90% à respecter le cahier des charges et puis à faire quelque chose qui est très proche de ce que le client voulait, quoi. Et du coup, l'objectif par rapport, donc si je résume rapidement, il y a une identification des bâtiments d'avant 48, ensuite une détection des typologies de fenêtres anciennes qui revenaient le plus fréquemment, un ciblage sur ces fenêtres pour faire un cahier des charges pour appeler à la mise en œuvre de prototypes qui seraient issus du territoire et notamment qui peuvent mobiliser le bois local. Ensuite, face aux réponses que vous avez obtenues, vous avez été associé pour évaluer avec de l'expertise qui allait du patrimoine jusqu'à la technique par votre biais, à évaluer la pertinence des modèles et leur mise en œuvre. Il y a la maison du parc des Vosges du Nord a servi de test, si je puis dire, à travers la Petite Pierre pour tester certains lauréats. Puis l'idée qu'il y avait derrière, c'était d'arriver à mettre en œuvre avec un cahier des charges qui, lui, est libre d'accès pour les entreprises, d'arriver à lancer finalement une filière. Et comment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment le modèle économique peut se poser. Vous m'aviez expliqué qu'il y avait une adaptation de la fenêtre ancienne produite pour qu'elle serve. Alors, je reviens juste sur les sections de profil, en fin de compte. C'est un peu de la résistance des matériaux, mais si vous voulez, une fenêtre, elle n'est pas structurelle en tant que telle, mais il faut quand même qu'elle résiste avec le vitrage, donc qu'elle résiste aux pressions au vent. Donc, on sait que on calcule le moment quadratique, on va dire, des profils. Or, un moment quadratique est d'autant plus intéressant quand l'épaisseur est élevée et la largeur est faible. Et ça, c'est un point qui a tout changé. Parce qu'en disant ça, on a conçu, si vous voulez, une fenêtre qui a permis tout de suite de se mettre d'accord autour de la table, de dire on va réduire les largeurs de bois et on va faire de la performance thermique aussi parce qu'on va augmenter l'épaisseur des dormants et des vantaux. Donc ça, c'était quelque chose qui allait dans le même sens. Après, on a poussé un peu plus loin la démarche parce qu'on s'est dit, là, on va répondre avec tout ça au cahier des charges de M. Bruyat, qui était l'architecte du patrimoine, donc qui a fait la première étude. Et on s'est dit, mais en fin de compte, cette fenêtre-là, telle qu'on la propose, à part quelques appendices, on va dire, esthétiques, des accessoires, des moulures, des choses comme ça bien spécifiques,
Le reste, c'est très contemporain, en fin de compte. C'est-à-dire que là, on a la possibilité de mettre sur le marché une fenêtre patrimoniale, mais on va dire qui est une fenêtre performante classique, qu'on peut mettre aussi dans du neuf, hein. Et dans certains cas de figure, si c'est du patrimoine, ben, on peut rajouter des éléments, des petits bois collés, etc., pour la rendre, ben, je dirais, appétante par rapport au cahier des charges de l'architecte du patrimoine. Donc, on était bien dans l'idée d'élargir le marché, de faire qu'elle ait une polyvalence d'usage avec quelques modifications et que le modèle économique tienne. C'était ça. Voilà, vous l'avez dit, parce que faire une fenêtre pour 4 baies à remplacer dans une maison, c'est bien beau, ça, on se fait plaisir, mais je veux dire, c'est pas un modèle économique, hein, on est loin on peut pas rentabiliser comme ça. Il faut savoir qu'en fin de compte, nos concurrents, c'est qui? C'est pas la fenêtre bois, c'est la fenêtre PVC. Dans le parc, et le parc a constaté dans les Vosges du Nord que la plupart des maisons qui ont cet aspect patrimonial, ben, quand ils remplacent les fenêtres, c'est du PVC. Voilà. Donc, on a fait aussi une analyse des prix entre une fenêtre PVC, alors pour le coup, qui était allemande, parce que moi, j'avais plus de facilité à avoir une fenêtre PVC, parce que c'est rare d'avoir un fabricant qui fait du PVC et du bois. Et donc, j'ai pu comparer, si vous voulez, deux modèles identiques, avec les petits bois, etc., avec le vitrage, les mêmes dimensions. Et on s'est rendu compte des différences qu'il y avait en termes de prix. Mais avec la gamme qu'on a développée, le prix s'est resserré. On a même trouvé, enfin, il y avait un des trois fabricants, enfin, de prototypes qui était moins cher que le PVC. Bon, là, j'ai mis un petit doute sur le chiffrage qu'il a pu faire. Ça reste un artisan, on est d'accord. Voilà, il faudrait vérifier ça, effectivement, à la longue. Mais en tous les cas, une fenêtre PVC qui a du double vitrage, qui a tout ce qu'il faut, elle est aussi chère parce qu'en fin de compte, le ratio diminue, l'écart de prix diminue. Plus vous augmentez, vous mettez un BSO, un triple vitrage, la fenêtre bois aussi avec BSO, triple vitrage, le ratio est plus si important que ça, il faut se contenter entre les deux. Mais il faut quand même se proposer des solutions qui soient économiquement acceptables sur le marché. Et c'était la solution, c'est de dire, voilà, on vient avec un cahier des charges de fenêtres, si vous voulez, pour que les industriels de la fenêtre puissent se l'accaparer et proposer non seulement des fenêtres pour le marché patrimonial, mais aussi pour le marché contemporain classique. Je crois que vous avez fait une bonne synthèse de ce qui était l'objectif. Donc, ça répond pour partie à ce qui a été évoqué dans le cadre des Finergies, puisque Diane évoquait également, hein, c'était l'idée d'avoir cette problématique d'un marché finalement sur du bâti ancien qui n'est pas protégé d'une manière très, très stricte et qui finalement peut s'ouvrir à un PVC plus abordable. Donc, de trouver une solution qui à la fois soit cohérente économiquement et en cohérence avec le bâtiment. Donc, le Parc des Vosges du Nord, avec votre appui, expérimente ce sujet, puis a vocation aussi à faire émerger de la filière locale. Parce que peut-être on peut vous proposer, donc on vous diffusera, je pense, les documents. Il y a une charte qui a été mise en œuvre et c'est un travail qui, comme pour Effinergie, continue, hein, donc à suivre au même rythme. Peut-être ce qu'on peut vous proposer, c'est quelques questions que vous auriez soumises. Alors, il y en avait quelques-unes qui se posaient, j'ai vu dans le fil conducteur. Si je regarde un petit peu, il y avait, oui, alors, il y avait une question qui était comment restaurer une fenêtre existante avec du double vitrage. Et donc, est-ce que finalement, alors, vous l'aviez évoqué un petit peu, Diane, me semble-t-il, mais il y avait finalement, est-ce qu'au niveau des Vosges du Nord, c'est du remplacement systématique? Non, c'est du remplacement systématique. Parce que je vais vous expliquer, et là, j'ai des propos assez voilà. Et si on veut faire les choses correctement, remplacer une fenêtre, on ne va pas mettre de l'argent, si vous voulez, à remplacer juste la partie vitrage, parce que le problème d'étanchéité à l'air, le problème d'humidification qu'on peut avoir dans les murs, dans les pans de bois, etc., eh ben, ça vient du dormant. Il faut enlever le dormant et refaire la fenêtre correctement. Ça, c'est mon expérience qui parle. Je veux dire, moi, le reste, c'est du bricolage, et ça, je ne peux pas le... Alors, il y a dans certains cas de figure, je veux bien le concevoir, parce que c'est des choses très, très spécifiques, des châteaux, etc. Mais pour une fenêtre, pour remplacer des fenêtres dans une maison d'habitation voilà, patrimoniale dans le parc des Vosges du Nord, ça n'a pas de sens, quoi. Il faut remplacer l'ensemble, sinon
Ça, encore une fois, ça vient du PVC, ça. Ils ont fait leur profil en Z, là, et puis hop, je te remplace genre, je scie le bois et je viens avec mon profilé. Voilà. Et ça, ce n'est pas du travail pour moi. Voilà. Donc, c'est investir un peu plus, mais dans la pérennité. Autre chose, dans l'analyse des coûts aussi, on proposait du pin sylvestre sur toute la fenêtre, excepté la partie basse. On pouvait aussi être amené à faire du chêne. Sans aubier, hein, pour éviter justement aussi des ennuis dans le temps. Il faut savoir que par chez nous, nous avons beaucoup de pierres en grès. Et vous savez que le grès, c'est comme une éponge. Donc, ça absorbe toute l'humidité. Et si la fenêtre bois est en contact, et si c'est du pin sylvestre et qu'il est en contact directement, au bout de 2 ans, la fenêtre est morte. Hein. J'ai fait une expertise. Hein. Voilà. Donc, là, vous appuyez avec le doigt, ben, c'est tout mou. Et puis, ben, il faut changer la fenêtre. Si vous êtes sérieux, si vous n'êtes pas sérieux, vous dites, monsieur, l'assurance dit que tant que la fenêtre ne tombe pas, ben, c'est bon. On en revient à la question qui avait été évoquée par l'ensemble des intervenantes et intervenants, qui était de percevoir la menuiserie dans sa globalité et par rapport à tout le bâtiment. Donc là, vous aviez été le grès, tout à l'heure, c'était d'autres enjeux. Alors, dans les questions qui sont apparues, question, remarque, il y avait quelqu'un qui expliquait qu'il avait effectivement des fenêtres bois moins chères, mais avec du bois exotique. Et donc, ça renvoie à la question du bois local, hein, et de la difficulté que vous évoquez en partie aussi de trouver la ressource sur le territoire sur lequel on est. Alors, par le passé, il y avait encore une entreprise, une scierie locale qui fabriquait du carrelé lamelé collé en pin sylvestre de la forêt de Haguenau. Donc, moi, je suis de Haguenau, donc c'est juste de la forêt, là. Il a arrêté tout simplement parce que sa machine n'était plus aux normes de sécurité. Voilà, maintenant, il fait de l'emballage et des petites choses là, pour le jardin en bois, des petits articles. Mais en tous les cas, il a arrêté de faire du carrelé. Or, il faut savoir que le carrelé qu'il faisait et le prix qu'on achetait était moins cher que le prix polonais. Donc, c'est possible de faire des choses bien en France si on reste en circuit court et si on se démarque aussi je dirais, des grosses industries en Allemagne et en Autriche qui font des carrelés, si vous voulez, pour la menuiserie d'une manière légion. Donc, il faut qu'on se différencie. Et les fenêtres patrimoniales, donc, elles nous ont permis d'étudier un profil effectivement plus en épaisseur. Je dirais c'est plus de l'épinette, hein, donc pour faire de la façade mur rideau, je dirais qu'on travaille plus sur la profondeur et moins sur la largeur. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui resterait à développer. Voilà, donc moi, je suis sur un projet, si vous voulez, où j'ai besoin de fenêtres. J'aimerais bien intégrer les fenêtres dans l'usine. On a le site déjà, on a un site de 13 hectares là, qui va être utilisé pour faire des murs en ossature bois ou des murs avec des fenêtres intégrées. Voilà. Merci en tout cas pour ce retour d'expérience. Ce qu'on retient, c'est que c'est un sujet qui est tout aussi vaste finalement que le sujet global, qui a beaucoup de questionnements, qui a des problématiques de modèle économique, des problématiques d'arbitrage entre les enjeux sur le bâtiment, qu'ils soient patrimoniaux, efficacité énergétique, esthétique ou de qualité de vie intérieure aussi, on en parlait tout à l'heure. Il y a des conséquences qu'il fallait penser globalement le bâtiment quand on pense à menuiserie. On voit qu'il y a des brevets potentiels sur ouvrir de fenêtres en même temps, etc., qu'il y a un potentiel de recherche ouvert, que vous-même, vous le faites. Après, dans les réactions, ce n'est pas tant des questions que des constats où beaucoup regrettent le fait qu'on n'ait plus tellement d'artisans, mais plus des poseurs de fenêtres. Oui, ça, c'est ce que j'ai évoqué. Voilà, mais c'est partagé ce sentiment. Alors, c'est simple. Hein. Alors, c'est pas que vrai dans la fenêtre. Hein, c'est vrai un peu en général, hein, puisque nos masques, on a bien vu, ça vient de Chine. Enfin, tout est produit en dehors de notre pays, et c'est un peu dommage. Mais parce que le savoir, on l'avait, et puis on est en train de le perdre. Donc, et en plus, on a de la ressource. Donc il faut vraiment faire de la recherche-développement pour utiliser notre ressource et puis trouver recréer des filières. Donc là, maintenant, on parle de la filière bois en général, mais la fenêtre, elle doit s'inscrire dans cet objectif-là. Vous concluez un peu pour un appel à l'innovation et à la recherche et développement. Est-ce que ça inspire à la fois Diane et Angélique suite à ce témoignage et puis à ce qui s'est dit, quels seront vos messages un peu avant de passer à une rubrique pour aller un petit peu plus loin?
Alors, Diane peut-être, et puis Angélique, pardon, dans la foulée. Je pensais déjà à la séquence suivante. Oui, bah, c'est intéressant parce que je regarde les questions au fur et à mesure. On voit par exemple sur les produits verriers, on peine à trouver des artisans. Alors, jusqu'où faut-il aller pour chercher un verre qui soit dit artisanal et abordable? Est-ce qu'il faut aller jusqu'en Pologne? C'est des problématiques qui sont assez complexes. Après, enfin, on n'est pas là pour faire de la vente de produits ou quoi, hein. Il y a MP Vitrage également, ils fonctionnent très bien, ils sont en Normandie et près d'Angers. C'est en fonction des besoins, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on va mettre du double vitrage ou du verre feuilleté dans toutes les pièces, ou est-ce qu'on ne peut pas justement choisir les types de pièces à investir? Pour ce qui est des ABF, là, par exemple, il y avait une question, les ABF qui demandent toujours du simple vitrage. Là, je pense que c'est une question de sensibilisation et c'est à ça que sert aussi ce webinaire, essayer d'apporter des solutions, d'élargir également les panels de solutions. Les doubles vitrages deviennent de plus en plus fins, donc c'est intéressant. Les verres feuilletés deviennent de plus en plus performants, c'est intéressant aussi. Après, la question du simple vitrage, c'est savoir où est-ce qu'on pose, en fait. Ce webinaire, il s'adresse à qui, en fait? Là, il s'adresse un petit peu à tout le monde. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est pas forcément que pour du bâti ancien qui va être protégé, type monument historique. Le verre simple vitrage imposé, en général, c'est plutôt sur du monument historique. Ça va pas être sur du bâti en centre-ville qui n'est pas protégé au titre des MH. Donc voilà, c'est savoir à qui s'adresse-t-on et sur quel type d'édifice on travaille pour savoir quel verre on va choisir et ce qu'on peut investir aussi. Parce qu'on n'a pas parlé des aides, mais quelles aides on peut avoir en fait finalement. Parce que ceux qui ont une protection MH, ils vont avoir des aides. Pour les autres, comment ça se passe? On peut s'adresser, il me semble, à la Fondation du patrimoine si on a un édifice qui est ancien, qui est de qualité et qui a une façade qui est visible sur l'espace public. Il me semble que c'est à peu près comme ça. Donc, c'est beaucoup d'enjeux, beaucoup de problématiques à prendre en considération pour trouver la bonne solution. Mais voilà, on voit en fait au travers de ces différentes interventions qu'il y a des solutions. C'est assez positif parce qu'on trouve de plus en plus de solutions et que les performances de nos fenêtres s'améliorent de plus en plus. Peut-être que demain, on aura des fenêtres intelligentes qui varient, qui jouent, qui nous parlent de température à l'extérieur. On ne sait pas en fait. Il y a beaucoup d'améliorations et c'est sur ça qu'il faut compter. Donc, voilà, des améliorations. Et du coup, Angélique, vous poursuivez sur cette plongée vers l'avenir, vers la R&D des années. Quel est votre retour? Qu'est-ce que vous attendez des expériences à venir? Parce qu'il n'y a eu qu'un seul retour sur 40, Oui. Ça veut dire beaucoup de retours à venir. Oui, tout à fait. C'était le premier retour qu'on avait. Donc, on espère en avoir d'autres. On va être d'autant plus vigilants sur cet aspect-là des menuiseries. Je pense qu'on trouvera d'autres points un peu critiques, essentiels dans ce contexte de préservation du patrimoine. Et sur le sujet, notre vocation aussi, par le biais de l'expérimentation, c'est de valoriser des projets qui allient le côté architecture et le côté énergie, mais aussi de les aider à trouver des solutions parce qu'on ne peut pas juste faire le constat qu'il y a un problème. L'objectif, c'est aussi de réussir à les accompagner pour trouver ensemble des solutions adéquates. Voilà, donc beaucoup de choses, vous êtes finalement rarement seul sur les menuiseries. Il y a beaucoup de dispositifs, d'expérimentation technique, d'aides potentielles à l'échelle de l'État, des régions, des communes qui peuvent avoir un volet particulier vers la restauration du patrimoine dans le cadre d'opérations. Et ce que je vous propose, c'est de passer à la rubrique suivante. Si mon téléphone, voilà. Passer à la rubrique suivante qui était pour aller plus loin. Il me reste quand même à vous remercier tous les trois pour ces témoignages divers qui finalement s'encadrent, ça s'articule bien les uns les autres et nous montrent un petit peu le panorama alors pas de ce qu'on peut voir de la fenêtre, mais de ce qu'on peut voir sur ce sujet-là. Peut-être Élodie, je vous passe la parole. Oui, merci Philippe. J'attends juste ma présentation. Donc, je suis Élodie Eberlé, donc je suis la responsable technique du CREBA. Et je vais vous montrer ce que vous pouvez trouver sur le site et qui concerne les menuiseries. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc comme l'a dit Andrés,
Alors, voilà, la première après le titre. Comme l'a dit Andrés, le site Creba, ben, vous allez le retrouver très simplement en tapant creba.fr et vous y trouverez 3 rubriques. L'espace documentaire, des outils d'aide à la décision et des retours d'expérience. Et nous avons aussi une mission de diffusion des connaissances et le webinaire d'aujourd'hui en fait partie. Un petit point pour vous dire que le site va être rafraîchi et que nous espérons que la semaine prochaine, que lundi prochain, cette nouvelle version du site sera opérationnelle. Et on espère qu'elle sera plus ergonomique et qu'elle vous permettra d'en tirer le maximum. Alors, si on regarde l'espace documentaire, on a en fait 5 publications sur les 89 que nous avons répertoriées qui sont exclusivement consacrées aux menuiseries. Alors, je vais commencer par les publications les plus anciennes. Donc, on a déjà une publication de 2006 qui s'intitule « Le guide de la menuiserie toulousaine ». Donc, c'est très simplement une brochure qui explique, un peu comme l'a fait Madame Bouteiller, l'histoire de la menuiserie, son intérêt patrimonial et comment faire de l'amélioration énergétique tout en préservant le patrimoine. Donc, voilà, 2006, hein, aujourd'hui on est en 2021, donc ce n'est pas un sujet nouveau, hein. Même type de publication. Alors là, c'est la ville de Poitiers, il me semble. Ce n'est pas la bonne image, hein, mais vous la verrez sur le site. Un guide sur la reprise des fenêtres en bois dans le bâti ancien qui est aussi assez intéressant et qui intègre la dimension énergie. Donc là, ce qui est à noter, c'est que ces 2 collectivités, hein, qui ont réalisé ces deux guides, donc Toulouse et Poitiers. Donc les villes sont intéressées par cet aspect, évidemment, pour leur centre ancien protégé. Nous avons ensuite 2 publications sur les doubles fenêtres. Donc, ce sont des publications qui sont issues de programmes de financement nationaux. Donc, le premier, c'est le programme RAGE. Le deuxième, c'est le programme PACT. Je rappelle que le programme PACT a été le financeur de Creba. Donc, ces 2 publications qui parlent de la double fenêtre et de leurs aspects vraiment techniques. Donc, la première va plutôt mettre en avant ses avantages et ses inconvénients avec les différentes possibilités de mise en œuvre, hein, double vitrage intérieur, extérieur, quel point d'attention au niveau de la ventilation, de la condensation, de l'acoustique, etc. Et des calepins de chantier qui sont eux un peu plus pratico-pratiques avec des dessins. Et évidemment, la dernière publication sur les menuiseries, eh bien c'est la brochure qui a été réalisée pour la DRAC. Alors, je ne sais plus quelle DRAC, je suis désolée, Madame Bouteiller. Donc, par Madame Bouteiller sur... vous pouvez me le rappeler? Pays de Loire. Pays de Loire. Ok, voilà, très bien. Donc voilà, on a évidemment les autres publications parlent aussi des menuiseries, mais dans un aspect, on va dire, plus global de réhabilitation de tous les postes d'un bâtiment. Alors, je voudrais encore faire 2 focus sur 2 publications qui sont qui méritent à être plus connues. Alors, comme je disais, qui n'aborde pas forcément spécifiquement les fenêtres, mais avec des aspects intéressants. Donc là, la première, c'est un site internet, en fait, qui a été réalisé par le CAUE 44, il me semble. Ouais. Donc, qui s'appelle « Restaurer, transformer une maison ancienne en Loire-Atlantique ». Donc, CAUE Loire-Atlantique, c'était écrit dans le titre. Alors, ce qui est intéressant sur ce site, c'est qu'on a dans beaucoup de cas des exemples, de bons exemples et les mauvais exemples. Souvent, les mauvais exemples, on n'a pas forcément envie de les montrer ou on n'ose pas les montrer. Et bien là, il y a quelques exemples de mauvaises interprétations et c'est du coup assez instructif. Et la dernière publication,
Eh bien, c'est une publication qui s'appelle ENR-ABF, Concilier économie d'énergie et patrimoine. Donc là aussi, c'est pas tout jeune, mais ce qui est intéressant dans cette publication, c'est que c'est un ensemble de fiches qu'on peut télécharger. Et en gros, ce sont des fiches à remplir quand on a un projet de réhabilitation sur un bâtiment en secteur protégé ou alors un monument historique, etc. C'est des fiches à remplir et à ramener lors du rendez-vous avec l'ABF et sur lesquelles, en fait, on donne des informations. Et ces informations sont le genre d'informations qui sont utiles à l'ABF pour bien comprendre le projet. Et donc, il y a une fiche spécifique sur les fenêtres qu'on peut remplir et qui met bien en avant les points d'attention des ABF sur le sujet de la fenêtre. Et donc, c'est des documents qui permettent un meilleur dialogue entre les pétitionnaires et les ABF. Donc, il y a une fiche sur les fenêtres, mais il y a aussi d'autres fiches sur les toitures, sur l'isolation, etc. Donc, je pense que c'est des fiches à redécouvrir. Si on passe maintenant au retour d'expérience, en fait, on en a une dizaine. Et dans chacun de nos retours d'expérience, on a de toute façon à chaque fois un chapitre consacré aux fenêtres. Alors, aux fenêtres, à l'intérêt patrimonial des fenêtres avant travaux, est-ce qu'elles ont été conservées ou pas, et qu'est-ce qu'il en est advenu, est-ce qu'elles ont été remplacées, quels travaux ont été menés autour de cette thématique. Et en particulier, je vous conseille d'aller voir celle qui s'appelle Réhabilitation tout en mesure d'une ancienne fenêtre, d'une ancienne ferme en terre crue, pardon. Alors, elle est intéressante parce que le maître d'ouvrage le propriétaire de cette maison est en fait l'un des auteurs de la guide de la menuiserie, du guide de la menuiserie toulousaine. Et donc, sur sa maison, il a réalisé du coup un prototype de fenêtre patrimoniale. Alors, il me semble que c'était par rapport à un collage de vitrages. Donc, c'est intéressant à voir. Et puis, on voit qu'on a du coup gardé également la fermeture ancienne, le système de fermeture ancien. Donc voilà, je vous conseille d'aller le voir, d'aller voir ce retour d'expérience. C'est assez intéressant de voir ce qu'on peut faire quand on a un maître d'ouvrage motivé. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, n'hésitez pas, si vous connaissez par exemple d'autres publications sur le sujet qui traitent à la fois de l'énergie et du patrimoine, si vous avez par exemple aussi des retours d'expérience à nous proposer, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse contact. Merci. Merci Élodie donc pour cette dernière rubrique. Je crois qu'on a fait le tour de notre programme du webinaire. Donc il me reste la charge de conclure ce webinaire et les débats qu'on a pu avoir. À travers, on vous l'a dit, on a pris un parti pris. À l'origine, le sujet était les matériaux. On a pris le parti pris de s'intéresser uniquement aux parois vitrées, enfin aux menuiseries et aux parois vitrées. À en croire les échanges et les points de vue, c'est déjà un sujet qui amène beaucoup de discussions et donc c'est assez intéressant de voir la diversité des sujets et des enjeux qui sont sous-tendus par ce sujet technique, enfin à la fois technique, architectural, culturel, historique. Et donc, la difficulté de conclure aujourd'hui, elle est devant moi. Ce que je dirais, c'est que bon, on a vu des points de vue. On a vu le point de vue d'une architecte, on a vu le point de vue d'un ingénieur. On voit que tout est affaire de compromis par rapport à des problématiques culturelles, par rapport à des problématiques techniques. On voit que la technique ne résout pas tout, puisque au sein même de la technique, on a des questions qui sont antagoniques entre le phonique, le thermique, la ventilation. C'est un sujet d'ailleurs qu'on n'a pas forcément exploré à fond
cet après-midi. La question des solutions techniques avec le survitrage, avec le simple vitrage, avec le triple vitrage. Bon, tout ça, ça reste, le champ des possibles reste encore important. En préambule, quand j'ai présenté CREBA, j'ai parlé des 3 dimensions qui sont présentées dans la charte CREBA, avec une approche sur environnementale et énergétique, sur la préservation des impacts, et donc travailler prioritairement l'efficacité énergétique des solutions, une approche culturelle avec la préservation architecturale, et une approche technique de bonne compréhension des pathologies constructives qui peuvent être sous-tendues par les solutions qui seront proposées. À mon sens, il manque une 4e dimension, et c'est la dimension en fait, qui a fait l'objet des débats, c'est celle du marché, c'est celle du modèle économique, et c'est celle qui va permettre de passer à la massification. Donc, en fait, notre contribution, elle est modeste. Elle ne prétend pas apporter de solutions universelles, hein, comme je l'ai dit en introduction, surtout pas, vu qu'il n'y en a pas. C'est la spécificité même du bâti ancien. Simplement, ici, nous, ce que l'on veut, c'est améliorer les connaissances, participer à la montée en compétences de la filière. Et donc, pour ça, je dirais, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution universelle et donc une solution miracle. Et la nécessité d'expérimenter, et on en est encore à ce stade. Nécessité d'expérimenter, notamment à travers la démarche du label Finergie Patrimoine, qui est une démarche volontaire et qui peut-être un jour sera relayée où on pourra parler de massification. Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est que, en fait, si la façade d'un bâtiment représentait le vitrage d'une personne, ses parois vitrées seraient probablement ses yeux. Et donc, ces parois vitrées nous aident à mieux comprendre les traits et la personnalité, si l'on ose dire, des bâtiments, son histoire et sa relation à son environnement. Évidemment, il y a un cadre technique. Évidemment, il y a un cadre financier avec des contraintes de budget. Mais la réhabilitation d'un bâtiment, c'est donner de la valeur à un bâtiment et on ne saurait pas passer, je dirais, à côté. Et là, c'est un ingénieur qui parle. On ne saurait pas passer à côté des caractéristiques et de la valeur patrimoniale de ces ouvrages. Voilà, donc ça, ce sont des mots de conclusion pour aujourd'hui. Ce que je voulais faire, c'était, avant de laisser de finir, c'était de remercier avant tous les participants. Vous êtes plus de 100 à avoir participé, à l'avoir suivi et avoir alimenté les questions-réponses. Nous espérons que nous avons répondu à votre attente, mais en tout cas, un grand merci d'avoir consacré du temps. Des chaleureux remerciements à nos 2 invités intervenants, Diane Bouteiller et Serge Fauvre, qui nous ont apporté leur expertise, qui ont été très riches et vraiment qui nous ont permis de donner du corps à ce débat. Évidemment, je vais remercier tous nos partenaires et financeurs que j'ai cités précédemment et sans qui ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Et je terminerai évidemment parce que je souhaite remercier toute l'équipe qui nous a aidés à préparer ce webinaire. Vous nous avez vu, certains d'entre nous, on est apparus, mais il faut savoir que derrière ce webinaire, il y a une équipe avec qui c'est très agréable de travailler. Donc, je voulais les remercier et donc tous les membres de nos partenaires qui nous ont aidés à monter ce webinaire et les prochains. Transition faite, donc dernière diapo et ensuite je lâche l'écran. Ce webinaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'inscrit dans une logique de programme d'animation. C'était le numéro 2. Le mois prochain, nous allons avoir un webinaire qui sera consacré à l'intégration des équipements. Et là-dessus, et encore 2 autres webinaires en décembre et en janvier prochain, avant, je l'espère, de pouvoir vous retrouver tous en présentiel à Toulouse fin mars. Voilà, merci beaucoup. Et donc, je vais rendre l'antenne, comme on dit, à la télévision.
ce média du XXe siècle. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.